Pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'arriver à se mettre d'accord avec les autres forces de gauche ? Non, c'est pas que ce soit compliqué, c'est que on procède pas de la même manière en réalité. On n'a peut-être pas le même logiciel. Nous, notre logiciel, il part d'un programme. Nous sommes, quand je dis nous, c'est au sens large, c'est-à-dire tous les militants, toutes les personnes qui se revendiquent ou sympathisent ou votent même pour la France Insoumise, votent pour un programme, votent pour des idées très claires qu'on a établies maintenant depuis plusieurs années et qu'on travaille au fur et à mesure. Et là d'ailleurs, nous sommes encore dans un travail programmatique pour remettre à jour, pour affiner, pour développer et se préparer surtout pour 2027. Parce qu'une vraie préparation au présidentiel, ça passe d'abord par un programme. Et après, nous l'avons exposé d'ailleurs lors de notre assemblée représentative, eh bien, nous allons proposer un candidat et il va devoir avoir le suffrage, le soutien, le parrainage, comme on dit, puisque c'est l'idée que nous reprenons, c'est que cette personne puisse avoir au moins 150 000 parrainages pour après, demander les suffrages devant l'ensemble du peuple français. Pour autant, cette union, c'est ce qui a quand même rendu possible de limiter la casse en 2024 sur la base du programme du NFP. Elle a aussi révélé des soucis. C'est que le problème, je suis d'accord, on a des personnes qui aussi se font élire sur un programme radical, mais qui après, dans les faits, ne l'appliquent pas et le trahissent. Pas une fois, mais 2 fois quand même. On n'est pas des poissons rouges, donc on se souvient un petit peu de 2022 avec la NUPES, on se souvient de 2024 avec le NFP, et donc on voit que finalement l'union, elle à chaque fois, elle s'échoue là-dessus, c'est-à-dire on a des personnes qui se font élire sur un programme et qui, sitôt une fois qu'ils sont élus, eh bien tournent la page et finalement passent à autre chose. Et ça, je le tiens. Il faut encore le redire, mais de personnes, par exemple comme Philippe Brun, qui, une fois qu'ils ont été élus, ont dit le programme du NFP, de toute façon, il n'était pas réalisable, et puis hop, on le jette. La preuve, le Parti socialiste essaye toujours de naviguer dans cet entre-deux, en disant d'un côté, nous sommes de gauche, mais de l'autre, nous votons quand même des choses qui sont plus ou moins problématiques. Je passe sur la censure, je passe sur les votes là qu'on a actuellement au Sénat, notamment sur la privatisation des transports. Donc il y a plein de choses en réalité qui posent des vrais soucis. Et on a une partie de cette gauche qui, en réalité, n'assume pas d'être ce qu'ils sont. Et c'est ça le problème. Et c'est là où, justement, on ne peut pas parler de véritable débat démocratique parce que, il y en a qui ne jouent pas ce jeu de transparence, qui essayent tout le temps d'être dans un entre-deux, qui sont en train de faire des annonces, mais en réalité, dans les faits, sont en train d'aller un petit peu à contresens de ce qu'ils normalement devraient faire. Et c'est là où, on peut... Quand je disais qu'on n'a pas le même logiciel, c'est que, fondamentalement, quand on est un élu, la seule chose qui nous lie aux personnes, c'est le programme, c'est le contrat. Et je considère qu'à partir du moment où, quand vous êtes élu sur un programme, la première chose que vous faites, c'est que vous le déchirez et vous faites ce que vous voulez derrière, c'est là où on a une véritable rupture démocratique. Et c'est là où ça s'enfonce dans une crise et où, en réalité, on n'arrive pas à sortir parce que, je suis d'accord, c'est pas une question de primaire, c'est pas une question de... c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est véritablement les idées. Et tant qu'on n'aura pas ce débat franc, honnête, direct sur qu'est-ce qu'on fait, quelles sont nos idées, à ce moment-là, on aura toujours quelque chose qui ne fonctionnera pas, quelle que soit la forme que ça puisse prendre. Comment il faut le faire pour l'avoir, du coup, parce que vous discutez quand même avec les autres représentants, avec les autres forces politiques de gauche. Mais par exemple, est-ce qu'on peut se dire à un moment qu'en fait c'est plus possible et qu'il n'y aura pas d'accord ? La discussion, elle est toujours nécessaire parce que si on ne discute plus, on n'est plus une démocratie. Donc il faut discuter. Et d'ailleurs, nous, et je pense notamment à l'Institut de la Boétie, nous avons des thématiques où nous pouvons discuter de fond. Notamment, le dernier, c'était sur l'écologie. Est-ce que l'écologie est-elle compatible avec le capitalisme ? Donc là, clairement, on est en plein dans une véritable question de fond. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et c'est là où viennent se percuter des actes derrière. C'est la 69. Est-ce que la 69 est compatible ? Il y en a qui diront oui, comme par exemple le Parti socialiste local, je pense à Carole Delga, pour en citer qu'une, ou est-ce que c'est non ? Mais il y en a d'autres comme ça, des grands projets. Il y a le canal Seine-Nord-Europe dont on parle très peu, mais qui en réalité est tout aussi destructeur au point de vue écologie. Et là, c'est la même chose. On a un parti socialiste qui dit oui, et l'autre qui dit, notamment la France insoumise, mais aussi les écologistes qui disent non. Donc vous voyez que ces rencontres, elles permettent justement de mettre à plat ces sujets de fond qui sont essentiels pour savoir dans quelle direction on veut aller et faire prendre conscience que les actes compte tout autant que ces discours-là. Et c'est là où on a cette vérification qui est faite
avec notamment les réseaux sociaux, avec tous les outils qui sont à la disposition pour pouvoir voir, eh bien, dans les actes, qu'est-ce qu'ils font entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, y a-t-il un décalage ou alors n'y en a-t-il pas? Et c'est là où on peut un petit peu apprendre à déceler. Mais je crois qu'à ce jeu-là, le Parti socialiste va y perdre beaucoup de plumes. Déjà qu'il en a perdu beaucoup, parce que je me rappelle encore de son score au présidentiel qui n'était pas très glorieux, mais parce que les gens se rendent compte qu'on a des personnes qui font des discours, jouent un jeu dangereux, se cachent et ne respectent pas la parole qu'ils engagent. Et alors justement, en politique, c'est pire. Du Parti socialiste, Julie Garnier, vous, du coup, est-ce que vous pensez que ces nouvelles orientations programmatiques vont permettre de rassembler la gauche ou bien vous êtes en désaccord avec ce qui est dit dans le document du PS ? Non, c'est juste que le Parti socialiste, ses députés ont été élus sur un programme, pas plus tard qu'en 2024, donc ça fait même pas encore 2 ans techniquement, et on a déjà 2/3 des mesures du programme sur lequel ils ont été élus, qui ont déjà été abandonnées dans ce nouveau papier qui vient de sortir, qui quand même, on va le dire, est un programme un peu feignant. Je le dis parce que déjà, il n'y a pas de chiffres. Enfin, il n'y a pas de mesures très concrètes. On est beaucoup sur des slogans, mais très peu sur des choses qui vont être affinées. Et quand elles sont affinées, pour le coup, elles sont un petit peu inquiétantes. Parce que quand on voit les retraites, sur les retraites, il y a l'abandon de l'âge légal et ils reviennent à 43 annuités. C'est-à-dire, on passe de 44 à 43. Je trouve que pour un programme de gauche qui se veut performatif dans les progrès sociaux, on est un petit peu... ça laisse vraiment à désirer, 43 annuités. Et puis, au-delà de ça, je considère aussi qu'il y a un décalage entre les faits et ce qu'ils demandent. Sur les écoles, notamment, quand ils ont quand même accompagné la suppression de 4000 postes d'enseignants, moi je suis enseignante, je suis prof, je peux vous assurer que le vote, leur non-censure, elle cause aujourd'hui d'énormes dégâts. Parce qu'on n'a pas les profs remplaçants, parce qu'on a des effectifs qui sont absolument ahurissants dans nos classes, et que ça, on devrait en avoir honte. Et aujourd'hui, leur dire, dans leur programme, il est marqué, on va améliorer les conditions de travail des professeurs, mais vous êtes ceux qui sont en train de les ruiner, les conditions de travail. Et vous faites ça avec le sourire. Et ce sont les mêmes qui nous disent qu'ils vont nous sauver. À un moment, ça ne peut pas fonctionner. Parce que les actes doivent être en corrélation, doivent être cohérents avec les propos. Et ils ne le sont pas. Et il faut mesurer à quel point ces gens-là sont déconnectés finalement de ce qui se passe dans la réalité des gens. Parce qu'ils pensent qu'avec un discours, avec des slogans, ça peut passer et on peut oublier et leur faire confiance. La confiance, elle est rompue. Elle est rompue parce que leurs actes vont exactement à l'inverse. J'ai pris le cas de l'école, mais j'aurais très bien pu prendre aussi le cas de l'hôpital. C'est la même chose. Ils ont accompagné plus d'1,5 milliard de coupes dans l'hôpital. Et ce sont les mêmes qui, dans leur programme, vont dire « on va défendre l'hôpital ». Ce sont les mêmes qui ont acté 500 millions de déremboursements qui nous disent, là, sur le programme, qu'ils vont faire l'inverse. Mais à quel moment on peut les croire? Et c'est là où, à un moment, ça suffit. Ça suffit de nous prendre pour des poissons rouges. Ça suffit de nous faire croire que vous allez améliorer parce que vous faites particulièrement ceux qui sont en train de nous faire régresser au quotidien. Et je peux vous assurer que le quotidien, il est absolument difficile et dur. Parce que quand j'ai dans ma classe 32, 36 élèves, eh bien, je ne peux pas m'en occuper en 55 minutes de tous mes élèves. Donc, c'est comme dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, il va falloir nous expliquer qui on soigne et qui on ne soigne plus. Parce qu'il n'y a plus assez de soignants pour le faire. Eh bien, dans les écoles, c'est la même chose. De quel élève je vais m'occuper et de quel élève je ne vais pas m'occuper. Parce qu'il n'y a pas les AESH, parce qu'il n'y a pas les accompagnements, parce qu'il n'y a pas les moyens derrière, parce qu'il n'y a pas les profs remplaçants. Donc de qui je vais m'occuper et de quel élève je ne vais pas m'occuper. Parce que c'est ça notre réalité au quotidien. Et c'est ça qu'ils ont accompagné. Donc arrêtez de nous faire croire, d'écrire sur un bout de papier que vous avez dû faire en pas très longtemps, je pense, parce que pour qu'il ne soit pas très chiffré, c'est qu'il y a quand même un problème de méthodologie aussi derrière, pour nous dire, prétendre être une solution au début de nos problèmes et de nos quotidiens. Julie Garnier, c'est un problème justement le fait que les filles refusent de participer à ces primaires. Ça peut vous être préjudiciable, vous pensez ? Non, pas du tout. Je ne crois pas, mais comme déjà ça a été parfaitement démontré, le système des primaires est peut-être un système qui n'intéresse finalement pas beaucoup de personnes, je crois. Et ce qui intéresse particulièrement en réalité, c'est qu'est-ce qu'on propose. C'est ça le vrai sujet. Et là-dessus,
malheureusement, je crois que beaucoup sont beaucoup plus intéressés à parler de Mélenchon plutôt qu'à parler des idées. Ça, c'est un premier sujet. Et donc déjà, pouvoir se définir uniquement en fonction de anti-mélenchoniste ou anti-LFI, malheureusement, ne participe pas justement à contribuer à cette élévation finalement de qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir, parce qu'on a des urgences face à nous. On a des urgences et on a l'impression que toutes ces urgences, finalement, pouf, elles disparaissent. Elles n'existent plus. Quand on parle de primaire, en a-t-elle parlé une seule fois, Marine Tondelier ? Absolument pas. Pourtant, il me semble qu'aujourd'hui, on a des gamins qui dorment dehors, plus de 3000. Ça devrait déjà nous interpeller, nous dire, voilà, c'est ça les priorités. On a un dérèglement climatique. D'ailleurs, il y a une publication du Lancet qui vient de dire que chaque année, on a des dizaines de milliers de morts suite au réchauffement climatique, que ça va encore s'aggraver. Et face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de propositions qui ont été mises sur la table, dans les programmes, je parle en tout cas, sauf pour celui du programme en commun, mais de l'avenir en commun. Mais c'est ces choses-là dont il faut qu'on parle. C'est ces choses-là qui intéressent. Le blocage des prix, ça intéresse, notamment quand on essaye de mettre de l'essence dans sa voiture. On voit bien que c'est un vrai sujet, le blocage des prix. Quand on parle de l'international, quand on dit voilà quelle est la place que doit prendre la France dans l'international, ça aussi c'est un sujet qui intéresse. Donc ça, ce sont des sujets qui devraient être portés et ce sont ces sujets-là qui finalement font que les gens vont trancher quelque part et se dire vers quoi je me tourne ? Quel est l'avenir pour moi, pour mes enfants ? Ça, finalement, on devrait parler que de ça. Les primaires ne résolvent absolument rien. Et j'ai envie de dire, on a des exemples à gauche comme à droite. Et s'il faut prendre l'exemple des États-Unis, les États-Unis n'ont pas du tout la même constitution que nous, ne reposent pas du tout sur les mêmes schémas que nous. Donc la comparaison est un petit peu hasardeuse. Et surtout, parce que, juste pour prolonger, le sujet n'est pas tant le candidat. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'il va faire ? Et le candidat doit être juste la personne en qui on a confiance pour faire ce pourquoi il a été élu. Ce n'est que ça, ce n'est que le vaisseau, si vous voulez. Mais la vraie question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on propose pour demain ? Et le candidat qui doit porter ça doit être un candidat fiable. Et le vrai sujet qu'on essaye de mettre sur la table en disant on va diaboliser Jean-Luc Mélenchon, on va lui faire dire n'importe quoi, c'est pas ça. Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon est autant diabolisé ? C'est parce qu'en réalité, on sait très bien qu'une fois qu'il sera élu, il lâchera pas. Il fera ce pourquoi il a été élu. Et il ira jusqu'au bout. Parce que j'ai envie de dire, quelque part, c'est la marque de fabrique qui m'a fait, moi, en tout cas, rejoindre la France Insoumise. C'est que quand vous élisez des gens, ils font ce pourquoi ils ont été élus. Et ça, j'ai envie de dire, c'est quand même quelque chose qui donne une vraie bouffée d'air démocratique. Vous dites que le candidat importe peu. Il y a quand même une certaine inflexibilité de la France Insoumise aussi par rapport au fait que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui va représenter le parti. Ça, on verra. Il faut qu'il y ait les parrainages, il faut qu'il y ait... Enfin, ça, on verra. Ça devrait aller normalement. Moi, honnêtement, à titre personnel... C'est un peu d'hypocrisie du côté de LFI, en mode on verra. Mais moi, je le dis. Je voudrais que ce soit lui. Parce que j'ai une confiance totale, justement, dans quelqu'un qui... Mais j'ai pas une confiance comme ça, aveugle et gratuite. J'ai une confiance parce que j'ai vu quelqu'un qui a été capable de résister là où il y avait tout qui tombait sur lui. Et de dire non, ça c'est mon avis et je ne dérogerai pas à ça. Et c'est comme ça que ma confiance s'est construite vis-à-vis de lui. C'est pas une confiance gratuite. C'est pas mon père, j'ai aucun lien avec lui. Je suis venue à la France Insoumise parce que je croyais aux idées. Mais pourquoi est-ce que moi je souhaiterais à titre personnel que ce soit lui ? Parce que je sais que face à tout et la lutte des classes, en tout cas la lutte, elle existe, elle est puissante. Il faut voir toutes les forces qui s'animent contre un programme de gauche radicale. Il faut voir toutes ces forces qui sont présentes et à l'œuvre et au quotidien. Eh bien, il faudra quelqu'un qui soit capable de résister à ça. Et c'est là où justement, le choix du candidat importe énormément parce que il faudra que ce soit quelqu'un qui soit capable de résister. Et la résistance, il faudra qu'elle soit très solide parce qu'en face, les forces sont extrêmement puissantes.